Bonjour, bienvenue à tous sur ce plateau de la télé de la e-santé. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur des éléments de la loi de modernisation du système de santé en France, votée il y a peu de temps, et certains aspects de cette loi devraient avoir des répercussions très très concrètes dans le quotidien des professionnels de santé, mais aussi des patients, puisque c'est clairement affirmé une fois de plus à travers cette loi, le fameux DMP, le dossier médical partagé, doit être relancé et au-delà, arriver à un partage plus large des données de santé du patient. Alors pas seulement entre le médecin et le patient, mais aussi entre la totalité des professionnels médicaux, qu'ils soient médecins à l'hôpital ou médecins en ville, qu'ils soient professionnels paramédicaux, praticiens concernés à un niveau ou à un autre, voire même professionnels socio-médicaux. Ils pourraient avoir accès à certaines briques, certaines parties du dossier patient pour arriver à une meilleure prise en charge. Alors comment tout cela va-t-il se mettre en place de manière concrète? Est-ce que les patients et le monde médical sont prêts à ce qu'il y ait tout de même une petite révolution? Et comment faire pour surtout sécuriser les données de santé, faire qu'elles ne tombent pas dans de mauvaises mains? Et puis aussi, quelles nouvelles opportunités pour tous les industriels de la santé? Alors pour répondre à toutes ces questions, Pierre Dufour, qui est directeur à Direction Générale d'Intermutuelle Assistance, IMA, vous travaillez donc pour les mutuelles. Vous pouvez, je le dis de manière très rapide, vous pouvez assurer des missions d'aide dans l'urgence pour des victimes, vous pouvez gérer des retours à domicile parfois compliqués après un accident, une hospitalisation. Vous lancez aussi, on le sait moins, des programmes de prévention en matière de santé. Vous êtes leader de ce secteur en France, vous êtes l'un des leaders européens. Combien de millions de personnes sont gérées potentiellement par vous ? Alors, donc, entre 15 et 30 millions, car dans le domaine de la santé, effectivement, les gens appartiennent à beaucoup d'institutions. Ouais, entre 15 et 30 millions de personnes, c'est dire l'influence et l'importance que vous avez et l'intérêt aussi que vous avez pour des dossiers médicaux partagés. Jérôme Duvernois, qui est conseiller auprès de la Direction Générale à l'ASIP Santé, donc l'agence de l'État qui définit les systèmes d'information de santé, vous définissez des normes de sécurité, si je veux le faire de manière très large, pour les professionnels de santé, pour l'utilisation de la matière, des données de santé, pour que tout soit sécurisé au maximum. Xavier Auguet, à votre côté, vous dirigez une société qui a développé des solutions informatiques pour faciliter l'interopérabilité, c'est-à-dire le dialogue entre différents systèmes informatiques de santé. Cette société s'appelle Canopé, vous êtes situé sur le site du Futuroscope, tout près de Poitiers. Et puis Joël Derrien, qui est directeur général délégué de Thales Services, c'est l'un des leaders de la sécurité en système d'information, leader aussi présent aujourd'hui sur les données de santé. Joël Derrien. Alors présent d'ores et déjà sur les données de santé pour un certain nombre de clients et avec bien entendu un regard très affûté sur ce que cette nouvelle loi va apporter, à la fois en termes d'apport de la technologie à ce domaine et également en termes de sécurité de l'information, bien entendu. Alors on a parlé beaucoup de peur, c'est normal lorsqu'on a un dossier, lorsqu'on donne des données médicales, qu'elles sont posées sur un serveur et qu'on se dit l'hôpital, le médecin de ville, l'assistant social va pouvoir y accéder. Comment sécuriser tout cela? C'est vrai qu'il y a cette question qui est sous-tendue, mais c'est pas que ça quand même la télésanté, ce sont aussi des opportunités, de nouvelles manières de soigner des patients, d'intervenir sur le terrain. Et chez Thales notamment, vous venez de développer une solution qui permet, avec des lunettes de réalité augmentée pour un chirurgien, d'opérer, de se faire conseiller à distance, en temps réel, par un expert. Les lunettes permettent de transférer l'image en très bonne qualité, en temps réel, avec des informations supplémentaires en plus sur le patient. Comment tout cela marche de manière très concrète? Eh bien, c'est ce que l'on découvre tout de suite en images.
Joël Derrien, très impressionnant ce qu'on arrive à faire avec des lunettes comme ça à distance. C'est assez bluffant et ça nécessite beaucoup de transmission de données de santé. Alors, je dirais que avant tout, ce qui est extrêmement intéressant dans ce petit film qu'on a vu, c'est comment une technologie qu'on a développée pour des domaines complètement différents, puisque ces technologies de réalité augmentée ont été développées dans des mondes industriels pour de l'assistance à la maintenance d'équipements, comment ce type de technologie peut, dans un monde de la santé, apporter de la valeur. Et donc là, on a une démonstration et des premières expérimentations. Le passage dans la vraie vie va poser quelques questions au-delà de cette expérimentation. Mais la technologie est là, la valeur ajoutée, je pense qu'on en est tous convaincus, est là. Et la vraie question derrière, c'est effectivement comment véhiculer ces données, comment les sécuriser aussi, de façon à permettre de transférer cette technologie au monde de la santé dans, je dirais, le faisceau réglementaire du monde de la santé qui a ses propres exigences. Parce que ce que l'on a vu là, quand même, dans ce petit film, ce petit reportage, c'est quand même très révélateur aujourd'hui de ce que l'on peut faire, et qui est assez magique tout de même, avec des nouveaux outils de télésanté. Mais comme vous le disiez très justement, des questions que cela pose. Là, on suppose que l'on a transmis l'image d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'un chirurgien vers un autre chirurgien ou un expert. On a transmis des données de santé de ce même point A vers B, mais peut-être qu'en même temps, on allait prendre des données de santé du dossier médical du patient qu'on a fait apparaître sur la tablette pour avoir, je ne sais pas, ses antécédents, ses allergies médicamenteuses ou autres. Et puis peut-être que le médecin, son médecin de ville ou son médecin soignant ou un autre spécialiste peut avoir besoin d'y accéder en temps réel pour aider à affiner une opération, à affiner un diagnostic. J'ai envie de dire, on a là toute la problématique de la circulation des données de santé qui est cristallisée là-dedans. Tout à fait, elle est là. Mais ceci étant, je crois qu'il faut pas... il faut le traiter avec sérieux, il ne faut pas en avoir peur. Les technologies existent, on le voit, les technologies pour apporter la sécurité existent également. Il faut le prendre suffisamment en amont et au bon moment pour que, in fine, ça ne soit pas une contrainte, tout en garantissant l'objectif de sécurité de ce domaine. Ouais. Je me tourne justement vers la ZIP Santé, vers Jérôme Duvernois, pour vous qui avez en charge un petit peu les cahiers des charges pour que toutes ces données soient sécurisées. Joël Derrien nous dit les techniques existent, la technologie existe et la sécurité, elle existe. Alors, comment faire dans un pays où quand même les premières expériences de dossiers médicaux partagés ont été des échecs cuisants, je rappelle les chiffres, 210 millions d'euros engloutis pour même pas 500 000 dossiers, 210 millions d'euros pour ça. On a cette impression que peut-être les Français ne sont pas prêts à confier, à numériser leurs données de santé. Alors, je pense que si on avait fait payer aux premiers passagers de l'autoroute du Sud la totalité de l'investissement nécessaire à l'autoroute qui a relié Paris à Lyon, il n'aurait pas pris l'autoroute. Donc je pense que cet investissement de 210 millions, tout d'abord la moitié a été consommée sur la première phase d'expérimentation de 5 ans et la seconde moitié sur la deuxième phase de mise en œuvre qui n'a pas été jusqu'à l'étape de généralisation puisque les opérations ont été suspendues en 2012 pour cette étape de généralisation. Mais je reviens à ma question, est-ce qu'à votre avis aujourd'hui les Français sont prêts à créer des dossiers médicaux partagés et à mettre sur serveur la totalité de leurs données de santé ? Alors, je pense qu'ils le sont. Je me rappelle d'une étude qui date de près d'une quinzaine d'années, qui montrait que plus de 90% des patients étaient prêts à communiquer l'ensemble de leurs données médicales aux professionnels de santé qui les prenaient en charge dans le but d'assurer une meilleure prise en charge justement au quotidien. Donc je ne pense pas que ça soit un réel souci. Je pense que la difficulté, c'est la conduite du changement nécessaire auprès des professionnels de santé eux-mêmes et je dirais aussi des non-professionnels de santé, puisque la nouvelle loi de santé quand même apporte un certain nombre d'évolutions extrêmement sensibles sur la notion d'équipe de soins, sur la notion d'ouverture de cette équipe de soins aux médico-sociales et aux professionnels sociaux. Évidemment, on pense au programme sur les personnes âgées dépendantes, le maintien à domicile, etc. De nouvelles règles aussi sur,
par exemple, l'agrément hébergeur qui donne le là un peu d'un certain nombre de bonnes pratiques industrielles dans le domaine. Xavier Auguet, vous dirigez une entreprise qui est spécialisée justement sur les données de santé, l'interopérabilité. Vous travaillez avec des médecins de ville, vous travaillez également avec des hôpitaux, des établissements de santé. Jérôme Duvernois nous dit, finalement, lui, il est persuadé, les enquêtes montrent que les Français sont prêts à faire des dossiers médicaux partagés, qui n'ont pas si peur que ça des problèmes de sécurité. Un, est-ce que vous êtes d'accord? Et deux, comme il le dit, c'est peut-être plus du côté des professionnels que ça coince. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez également? Alors oui, je vais répondre à la question. En fait, il y a une étude très très récente, 82% des Français sont favorables à la création de leur DMP. Donc ça, c'est le chiffre est clair. Répétez la question, du coup. Alors, les Français seraient favorables. Est-ce que les professionnels médicaux sont prêts, à votre avis? D'accord, c'est pour ça que je ne l'ai pas entendu. Vous l'aviez zappé. Alors, dites-nous pourquoi, justement, cette question pose problème. Alors, en fait, pour moi, il y a deux raisons. En fait, il y a une raison qui est assez, je vais le dire, c'est un peu dogmatique de la part des professionnels. Et il y a une raison qui est beaucoup plus pratique, qui est le manque d'intérêt des éditeurs pour le sujet de l'interopérabilité et le traitement du sujet à juste valeur, on va dire, qui est l'interopérabilité avec le DMP. Voilà. Le DMP est quelque chose de très complexe. Se palper à peu près 6400 pages de spécifications pour être interopérable. C'est pas très très intéressant. C'est là où Icanopé s'est spécialisé là-dedans. Et on fournit aujourd'hui à beaucoup d'acteurs, aujourd'hui 67 acteurs, dans l'édition de logiciels, dans l'application patient, etc. On fournit des briques technologiques qui rendent le DMP, qui est un sujet très chronophage, compliqué, complexe, super simple à intégrer dans un applicatif. Vous nous dites, alors, oui, ça peut avancer s'il y a finalement une aide un petit peu culturelle à passer le pas, une aide informatique également à passer le pas, mais vous rappelez qu'on vient quand même d'un monde clos, d'un monde du secret. C'est pas pour rien qu'on parle de secret médical, de professionnels qui soient médecins en ville, à l'hôpital ou autres, qui justement ont tout fait pour l'instant pour ne pas que les données patients sortent de leur cabinet, ne pas les divulguer. Et là, on leur demande peut-être pas d'ouvrir la porte, mais au moins d'ouvrir la fenêtre ou le Velux pour que d'autres viennent y voir deux, trois choses de temps en temps. C'est dur, ça, culturellement, apparemment, à passer. C'est très, très dur. Il y a une des raisons principales, je pense, c'est que les professionnels de santé ne sont pas vraiment enclins à partager les données, qui sont des données qui sont souvent écrites, transcrites par le professionnel et qui l'engagent. C'est là où il y a une complexité dans l'échange de données de santé, il y a une complexité qu'il faut intégrer. D'où la grosse interrogation des professionnels de la responsabilité qui leur incomberait en cas d'erreur. Moi, j'ai plutôt tendance à dire en fait qu'il vaut mieux partager, je vais le dire un peu vulgairement, une bêtise ou une connerie rapidement et pouvoir corriger le tir très vite que de persévérer dans la bêtise ou dans l'erreur qu'on a commise. Enfin, moi, je travaille comme ça, donc je pense que c'est bien pour tout le monde. Et on apprend de ses erreurs, donc en tout cas, c'est Icanopé... c'est ce qu'on essaye de faire. En fait, le métier premier d'Icanopé, qu'on ne devrait pas faire en tant que start-up, c'est qu'on essaye d'évangéliser les gens. Et très sincèrement, ceux qu'on arrive le plus à évangéliser, c'est les acteurs internationaux. Dès que vous avez un acteur international qui arrive sur les territoires français, il entend parler du DMP. La seule question et la première question qu'il pose, c'est quoi le DMP? Et moi, j'ai transcrit ça en anglo-saxon. It's a lawyer. Point. Et ça leur va très très bien. Ouais. Et les Américains sont les premiers à dire ok, on fait quoi. Voilà. Ouais. Jérôme Duvernois, Xavier Auguet le rappelait, la quasi-totalité, on va dire, des pays occidentaux, si on veut être très, très général, mais bon, je pense aux États-Unis, au Canada, des pays qui nous entourent aussi. Je pense à la Catalogne, ont tous des systèmes avec des dossiers médicaux partagés depuis longtemps. La France, pour certaines raisons, n'a pas voulu aller là-dedans. La loi, cette fois-ci, l'impose, le remet à nouveau sur le plan de travail. Est-ce que vous croyez que cette fois, c'est la bonne? La France va suivre le chemin des autres pays? Il y a 5 ans, le numéro 2 de Medicare aux États-Unis me disait vous avez une chance extraordinaire en France, vous avez le DMP. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont ça a été approché en France... C'est vraiment une question de vision. Était en fait très intéressante. Le job qui n'a pas été fait en France, c'est cette conduite du changement qui est particulièrement nécessaire en France, et c'est un problème culturel français que n'ont pas beaucoup d'autres pays. Il s'explique comment? Il y a des explications à ça? La formation.
Les professionnels de santé sont formés de manière cloisonnée. Tout à fait. Donc, de manière cloisonnée, on travaille de manière cloisonnée. Alors, c'est un des éléments, mais je pense qu'il y a une culture française qui dépasse largement le cadre de la santé, qui fait que voilà, on a tendance toujours, voilà, on inscrit le principe de précaution dans la Constitution. Enfin, il y a un esprit français qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je veux dire, vous allez, Elie Nobel en parlait ce matin, en Israël, vous avez 4 HMO et c'est eux qui gèrent l'intégralité des données de santé de leurs assurés, quoi. Ça ne pose pas de question. Pierre Dufour, vous allez comment vous travailler de très très près cette possibilité justement d'ouvrir des dossiers médicaux et d'avoir plusieurs acteurs qui viennent s'y joindre, et notamment avec une expérience qui va commencer bientôt en Isère. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez faire du côté des montagnes là-bas à Grenoble? Alors qu'est-ce qu'on essaye certainement peut-être de déplacer un peu les montagnes, justement, c'est de permettre au travers d'un projet qui s'appelle Autonomadome et qui était construit à l'initiative du département de l'Isère, de finalement construire une plateforme médico-sociale qui associe non seulement les professionnels médicaux qui détiennent l'information médicale, et ça c'est leur sujet d'en assurer la transmission ou pas et le secret, et les autres acteurs du monde sanitaire, et éventuellement les financeurs que sont les pouvoirs publics en particulier. Et donc nous, notre rôle, c'est de participer à un projet avec 2 autres acteurs sur la concentration de ces informations au bon niveau pour permettre, en particulier dans le cas de la silver economy, des personnes âgées ou des maladies chroniques, d'avoir une vision complète, et pour que, en cas d'urgence, l'ensemble des personnes intéressées, que ce soit les professionnels de santé ou que ce soit les personnes auxiliaires de vie ou autres, aient la bonne information au bon moment. Et on peut bien sûr y inclure le bénéficiaire et les aidants qui ont un rôle très important dans le cas des personnes âgées. Alors si je veux résumer un petit peu l'esprit de ce projet, on peut imaginer effectivement qu'une personne âgée aura un dossier médical qui sera partagé, et puis quand cette personne doit être hospitalisée par exemple pour des examens, l'auxiliaire de vie le sait, donc elle ne se déplace pas pour rien à la maison. Éventuellement le médecin de famille libéral il est au courant, et puis le kiné qui a des soins à donner, il est au courant, qui ne vient pas pendant cette période de temps mais qui va revenir après. Chacun a accès à une partie de l'information de ce dossier partagé. Absolument, c'est tout à fait exact. C'est une forme de superposition finalement des différentes couches d'informations. La partie médicale, et qui est couverte par le secret médical éventuellement, qui est fournie aujourd'hui par le système informatique de l'hôpital de Grenoble. Et puis ensuite, chacun vient y mettre l'information qu'il juge pertinente pour permettre d'assurer le meilleur service à la personne. Alors en face, dans ce monde médical quand même cloisonné, comme on a utilisé le terme tout à l'heure, où chacun s'occupe de sa spécialité et n'est pas toujours habitué à partager, est-ce que vous avez des acteurs en face de vous qui sont prêts à se dire allons-y et partageons nos informations, y compris nos bêtises, parfois, comme disait Xavier Auguet? Je pense que oui. Alors, bien sûr, les risques et les craintes que vous avez évoquées existent. Maintenant, nous pensons qu'il existe des acteurs neutres, et c'est nous, en tant qu'assisteurs, finalement, qui... Typiquement, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir prétendre ça, mais sommes une forme de tiers de confiance. Nous, en fait, on traite ce qu'on a besoin de traiter à l'instant T. Donc, on est un intermédiaire neutre. On est un intermédiaire neutre qui permet de fournir la bonne information à la bonne personne au bon moment, on va dire. Voilà. Joël Derrien, pour l'homme de sécurité que vous êtes chez Thales, obsédé par la sécurité des données, je veux dire, c'est quasiment contre-culturel, parce qu'on a passé notre temps à dire, par exemple, aux hôpitaux, protégez vos données, qu'elles ne soient pas hackées, qu'elles ne soient pas volées, qu'elles ne soient pas détruites. Alors, ils ont construit des bunkers, des bunkers informatiques où les données sont bien protégées. Et puis là, à l'inverse, le projet sur lequel travaille Pierre Dufour, mais je crois que Thales travaille dessus aussi, on se dit, non, il va falloir ouvrir pour essayer de partager un minimum l'information pour que tout le monde soit au courant et qu'on ne dépense pas de l'argent aussi inutilement. Mais on voit que ce besoin de collaboration pour plus d'efficacité, il est là. Donc la vraie question, c'est comment satisfaire ce besoin. Pierre Dufour a parlé de tiers de confiance, c'est des choses qui résonnent. Dans d'autres domaines, on parle de tiers de confiance, qui sont effectivement des acteurs neutres qui garantissent cette confiance. Donc je pense que c'est effectivement important qu'à chaque fois on trouve les solutions pour permettre, in fine, l'objectif qu'on recherche, à savoir une meilleure efficacité, tout en garantissant la solution. Et là encore, dans ce domaine-là, les technologies changent, tout ça bouge extrêmement vite.
Je pense que l'avenir n'est pas dans le domaine de la sécurité, dans les bunkers ou dans les lignes Maginot. D'ailleurs, j'utilise volontairement le terme, de temps en temps on passe derrière. La technologie informatique aujourd'hui évolue beaucoup. On peut aller et on doit aller penser la sécurité dans la conception, dans le design, la sécurité par le design, c'est-à-dire prendre les sujets en amont et utiliser les toutes dernières technologies pour sécuriser, y compris des anciens systèmes. Thales vient de racheter une société qui s'appelle Vormetric, qui est une pépite de la Silicon Valley, dont le cœur d'activité est de protéger des données, y compris des données qui ont été créées par des applications qui ont 10 ans, 15 ans d'âge, et ce de façon quasi transparente. Donc ces solutions-là, c'est celles qui doivent permettre, pour moi, de rapprocher le besoin d'efficacité, garantir la confiance dans ces opérations, tout en ayant un usage qui ne soit pas un frein au déploiement, et la sécurité en aucun cas ne doit être un frein, sinon de toute façon elle est contournée. Jérôme Duvernoux, on voit qu'il y a des opérations pilotes qui sont donc en train de se mettre en place. Ça sera très intéressant de suivre justement ce qui va se passer en Isère de manière concrète, mais c'est vrai que culturellement il y aura besoin d'un accompagnement très large des professions médicales. Il leur a été répété pendant longtemps, utiliser des messageries sécurisées, et encore beaucoup n'en utilisent pas, protégez vos ordinateurs, protégez vos serveurs, et maintenant on leur dit protégez-les et en même temps ouvrez-les un petit peu. Alors, l'ouverture n'est pas du tout antinomique avec la sécurité. Ce qu'il faut, c'est ouvrir aux acteurs qui sont légitimes à accéder en toute sécurité au système d'information. Ce qui est important dans ce qu'a dit Joël Derrien tout à l'heure, c'est Security by Design. Je rajouterais, évidemment, puisque représentant la puissance publique, Privacy by Design. Il faut prendre en compte un peu tous ces éléments au même titre que les fonctionnalités et l'ergonomie dès la conception du système, et on obtient un système sécurisé et ouvert. C'est pas du tout antinomique, ce sont deux registres différents. Vous avez utilisé une expression tout à l'heure qui est très importante, Pierre Dufour, qui est l'expression de tiers de confiance. L'une des peurs, fantasme ou autre, je ne sais pas si elle est réelle ou pas, des Français, c'est de dire si je donne mes données de santé à mon assureur, si je donne mes données de santé à mon banquier, puisqu'ils font aussi maintenant de l'assurance autour de la santé, si je les donne à ma mutuelle, eh bien, mon tarif va s'adapter en fonction de ces données de santé. Je vais en donner trop sur moi, du coup, je ne veux pas les laisser partir. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort ? Alors, je pense qu'il y a un principe qu'on essaye, nous, finalement, professionnels du service, que ce soit de l'assurance, de la banque ou de l'assistance, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire de permettre à chacun de dire ce qu'il accepte de mettre à disposition de la collectivité ou pas, ou des personnes. Et je crois que c'est là-dessus que se passeront les choses. Aujourd'hui, vous avez le même problème sur les donneurs d'organes. Qu'est-ce que j'ai envie de donner ? Qu'est-ce que j'ai envie de partager ? Si la donnée est personnelle, eh bien, je pense qu'il faut pouvoir la garder personnelle. Maintenant, il faut aussi quand même pouvoir intervenir dans les meilleurs délais en disposant de la bonne information. Et là, certainement, peut-être que le législateur a à prendre une position sur quelle information doit être partagée, par exemple, en cas d'urgence. Jérôme Duvernoux, pardon, je vais le dernier. Je crois que c'est comme dans d'autres domaines, c'est une question de trade-off quelque part. Si je donne mes données, j'ai quoi comme service ? Effectivement, si je donne rien, j'ai rien. Mais effectivement, si je donne l'accès à certaines données, est-ce que j'ai un service qui a pour moi plus de valeur que la donnée que j'ai accepée et je rejoins complètement ce que dit Pierre Dufour. Quel est mon retour sur investissement de ce que je donne ? J'assume le fait d'en avoir donné la visibilité. Mais quel est mon retour sur investissement ? Si en face, mes données sont mises sur la place publique et que ça ne m'amène aucune efficacité supplémentaire, aucun service supplémentaire, j'ai aucun intérêt. Mais, oui, et en complément, je dirais que je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais il faut ajouter un élément, c'est que on a besoin de rassurer également le citoyen, le patient, sur l'usage de ces données. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle du législateur, c'est d'encadrer l'usage des données de manière à ce que le patient soit en mesure de savoir qui a consulté, quelles données et pourquoi. Et à partir du moment où on apporte au patient la garantie de cette traçabilité-là, il garde le contrôle de ces données. C'est-à-dire qu'un intervenant ne va pas aller consulter des données dont il n'a pas besoin ou qu'il serait illégitime à aller consulter. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est que le patient garde le contrôle sur l'accessibilité de ces données. Xavier Hoguet, comment faire pour que les professionnels médicaux, à l'hôpital, en ville ou paramédicaux, aillent plus facilement ? Pour l'instant, on a un législateur qui invite à aller dans cette direction, mais on n'a pas un législateur qui a imposé
cette direction de manière très précise. Ça viendra peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Vous disiez, à un moment, il va aussi falloir aller au-delà de la carotte. Il faut un peu manier le bâton, sinon on n'avancera pas. L'image est belle, mais je pense qu'il faut le bâton et la carotte sont les deux arguments qu'on doit employer, et les professionnels de santé sont tout à fait enclins à l'entendre. La carotte par l'aspect financier, donc le financement de ce que l'un professionnel de santé peut faire autour des applicatifs et des logiciels qu'il utilise, et le bâton qui est le bâton qui apporte un peu les contraintes sécuritaires. Alors, on parle du DMP aujourd'hui, mais il y a d'autres plateformes de données médicales qui sont ouvertes aujourd'hui et accessibles sous tout un tas de conditions. Un bâton financier également ? Le bâton financier, on a parlé tout à l'heure de la feuille de soins électronique. Moi, je suis arrivé dans ce métier en 97 et en 96, il y a un projet qui a démarré qui était la feuille de soins électronique et le déploiement. Et le moment où il s'est passé quelque chose, c'est pas le moment où on a dit au médecin tu vas être payé moins bien si tu fais pas la feuille de soins électronique. Le moment où il s'est passé quelque chose, c'est quand le patient changeait de médecin parce que l'autre avait la feuille de soins électronique. Certains prenaient la carte vitale, d'autres pas, voilà. et certains changeaient de médecin à cause de ça. Je pense que moi, le discours aujourd'hui, il est d'abord auprès des éditeurs, des industriels, ceux qui construisent des solutions métiers pour les professionnels, qui aujourd'hui, moi je le pense très sincèrement, contournent les problèmes de la sécurité des systèmes d'information comme l'a défini le DMP, mais tout un tas d'autres. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire de manière très sécurisée, ils n'ont pas envie, mais c'est parce que c'est contraignant, c'est lourd, c'est difficile à mettre en œuvre, et on est techno-dépendant, quoi. Enfin, techno-dépendant sur tous les systèmes d'information qui existent, et techno-dépendant en interne dans les sociétés, avec des ressources qui peuvent être très importantes si on s'appelle Thales, ou peu importantes si on s'appelle une start-up Icanopé avec deux techniciens. Enfin, voilà, c'est ça la réalité du terrain. Jérôme Duvernois, toute dernière question. Finalement, il y a là quand même une opportunité de changement, puisque d'un côté, pour les professionnels qui ne se sont pas suffisamment protégés, qui n'ont pas aujourd'hui des systèmes de sécurité suffisamment forts, en cabinet, en petit cabinet, en groupement, voire même en petite structure de santé, il y a là une opportunité pour renforcer ces données de santé et en même temps se mettre, j'ai envie de dire, à niveau pour participer à certaines expériences de partage de données. Oui, alors si on parle, il y a deux choses qu'on ne peut pas tout à fait comparer. Il y a les établissements de santé et il y a les professionnels de santé libéraux en ville. Aujourd'hui, la ZIP Santé a fait la PGSSI, donc c'est la politique générale de sécurité des systèmes d'information. On a fait dans ce corpus documentaire un memento pour le médecin généraliste, mais très honnêtement, je doute que 0,1% des généralistes lisent ce document. Ils vont s'arrêter à la deuxième ligne. Donc je pense que les éditeurs de logiciels et leurs fournisseurs de services ont un rôle très important à jouer. Et avec l'ouverture des systèmes, on n'est plus dans la même situation que le PC au cabinet, et quand on fermait la porte à clé, il n'était plus accessible. On est sur des systèmes effectivement ouverts, communicants. Et je pense que la bonne direction, c'est que les professionnels de santé libéraux vont être équipés par des industriels qui vont leur offrir en mode SaaS l'ensemble de la solution, y compris la sécurité. Et pour les établissements de santé, dans 10 ou 15 ans, j'ai l'habitude de dire qu'il y en a assez peu qui continueront d'avoir leur salle serveur parce que ça ne sera plus de leur compétence. Et la fin des serveurs, le début d'une alliance différente entre professionnels de santé, mutuelles également derrière, et industriels qui vont avoir un rôle plus important, et surtout ce mode SaaS, les choses complètement en ligne et plus de serveurs ou peut-être plus de PC d'ailleurs dans les cabinets médicaux. On voit que les choses changent. On va suivre les deux termes que vous nous donnez dans quelques mois pour cette expérience qui est en Isère. On va voir comment les briques arrivent à s'ajuster. Et puis dans 10 ou 15 ans, vous dites les choses auront complètement changé. Donc on va voir. Je me trompe régulièrement sur l'échéance. On va voir des deux d'entre eux lesquels ont raison et à quelle vitesse on va avancer. Merci à tous les quatre d'avoir participé en tout cas à ce plateau de télé et à bientôt sur la télé d'e-santé. Voilà, l'émission est terminée.